demandé de remplacer Mme Lise Denis, qui était directrice générale de l'Association québécoise d'établissements de santé, qui est une association d'employeurs en santé au Québec. Et j'ai accepté à une condition. Pour moi, c'était très important que je représente des employeurs du secteur public et que ces employeurs-là soient là pour la défense aussi du réseau public de santé. J'ai toujours été une fervente défenseur du système public et je vois l'importance et la pertinence pour tout le monde d'avoir un système public de qualité. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui avaient une très grande expertise, une expertise aussi diversifiée dans tous les secteurs du réseau de la santé, de la prévention curative, première ligne, deuxième, troisième ligne, des spécialistes. Et ces gens-là ont été des gens qui ont toujours travaillé avec le gouvernement, en amont souvent des processus qui amenaient des législations pour bonifier notre système de santé au service de la population du Québec. C'est ce qui a guidé les interventions de la Caisse avant mon arrivée et pendant mon arrivée. D'ailleurs, je vous dirais, une des premières sorties publiques que j'ai dit, c'est que moi, je suis là pour continuer à travailler dans une voie qui favorise le maintien, le renforcement d'un système public de santé au Québec. Et je vais le faire avec les représentants des établissements. Et j'ai rencontré, je vous dirais, des directeurs généraux, des membres de conseils d'administration très dédiés à leur tâche, très dédiés à leur population et à améliorer le système. Et je vous dirais que la plupart du temps, ces gens-là travaillent en étroite collaboration aussi avec leurs employés pour innover dans la façon d'offrir des services. Ce qu'on entend souvent publiquement, c'est ce qui ne va pas. Là, il y a des chicanes entre les employeurs, les employés. Mais je vous dirais que de façon générale, ces gens-là ont intérêt à travailler ensemble, ont intérêt à ce que le milieu de travail dans lequel ils sont à tous les jours, pendant des années, soit le plus agréable possible. Et tout le monde a à cœur l'amélioration de la santé de leur population. Moi, je n'ai pas connu aucun directeur qui se levait le matin, qui voulait rentrer dans son hôpital, dans son C3S, son CLST, son centre hospitalier universitaire, pour dire quel problème je vais amener ce matin à mes employés, puis comment je pourrais les écœurer davantage. J'en ai pas connu. J'en ai pas connu les 2 ans que j'étais là. Il y a peut-être des conflits, puis il y en a des conflits, puis si on ne peut pas les enrayer. Il y a des historiques aussi de culture de conflits dans certains centres. Et je pense qu'on ne sait même pas l'origine, ni les syndicats, ni les employeurs. Mais de façon générale, moi, je vous dirais que j'ai vu des gens très, très, très bien intentionnés, très préoccupés aussi par la santé de leur personnel. Il y a une augmentation des coûts d'assurance salaire dû à des problèmes de santé mentale, des fois des accidents au travail. Et les employeurs, je vous dirais, là, quand je les écoute, ont le même discours que les syndiqués. Quoi faire pour améliorer la santé de mes employés? On travaille dans le réseau de la santé, c'est pas pour rendre nos gens malades, c'est pas pour se rendre malades, c'est pour soigner les gens. Donc, on veut du personnel en santé et ils en sont très préoccupés. D'ailleurs, des équipes chez nous, à la Caisse de santé et sécurité au travail, travaillaient autant avec les syndicats qu'avec les employeurs pour voir qu'est-ce qu'on devrait mettre de l'avant pour réduire les problèmes d'accident de travail, diminuer les problèmes aussi de stress au travail, de burn-out, de maladies, de gens qui doivent quitter pour des problèmes aussi de santé mentale. Donc, il y a un travail de collaboration et je vous dirais, on n'est pas toujours en opposition. Oui, il y a des négociations, oui, il y a des initiatives locales qui, des fois, amènent du tiraillement entre le syndicat et les employeurs. Mais quand vient le temps de défendre le système public, je vous donnerai un exemple très concret qui dit comment on est capable d'aller au-delà des préjugés que chacun des groupes ont envers l'autre. L'année dernière, en 2014, en juin 2014 et en décembre 2014, nous avons organisé conjointement la Caisse, l'Association d'employeurs en santé, et la CSN, avec l'Institut du Nouveau Monde, 2 grands rendez-vous nationaux quant à l'avenir du système public de santé. Ont été invités à ces 2 rendez-vous-là, tous les syndicats, la plupart étaient tous présents, les fédérations médicales, Dr Godin est venu, Dr Barrette n'était pas venu, il y a eu le Collège des médecins, l'Association médicale du Québec, des groupes communautaires, des groupes de défense des intérêts des patients étaient présents. Des chercheurs universitaires étaient tous réunis avec nous pour voir quels sont les grands enjeux pour s'assurer du maintien d'un système public de santé au Québec. Donc, c'était l'enjeu du premier rendez-vous en juin dernier. 400 personnes étaient réunies et le 8 décembre 2014, 400 personnes sont venues, encore une fois, se réunir autour d'un enjeu. Et maintenant, quelles seraient les solutions
qu'est-ce qu'on pourrait proposer au gouvernement du Québec qui permettrait le maintien d'un système public de santé. Et là, étaient dans la salle des gestionnaires, les cadres assis aux mêmes tables que les syndiqués, qui discutaient ensemble des différents enjeux et a émergé des consensus. Donc, on n'est pas si loin de nos visions de ce que devrait être le système de santé. Donc, les gestionnaires sont là dans le quotidien, ils ont un rôle à jouer dans tout le respect qu'ils doivent avoir de leurs employés. Et les employés ont aussi un rôle à jouer aussi en essayant de comprendre aussi la dynamique auxquelles sont confrontés les gestionnaires souvent dans le réseau. Donc, de s'asseoir ensemble, les gens se sont dit, bien écoute, on pense la même chose, on a peut-être un regard différent, notre angle de vue sur la problématique est différent, mais on en arrive à percevoir le même problème. Puis plus on en arrive à proposer des solutions qui sont les mêmes. Donc ça, pour moi, là, c'est une très belle réalisation. Et ça démontre à quel point, quand on laisse tomber les barrières, qu'on laisse les préjugés, je dirais qu'à la CSN, quand ils ont proposé d'organiser un colloque conjointement avec la Caisse, il y a eu des militants dans l'instance qui ont dit, mais vous tombez sur la tête, on va s'asseoir avec les boss, nous autres, pour parler du système de santé. Puis moi, de mon côté, il y a des autres, tu sais, là, organiser la CSN, y a-tu pensé? J'ai dit, ben oui. Si mon boss ne sont jamais parlé, c'est une occasion idéale de le faire. Moi, je ne peux pas présumer que dans vos établissements, vous ne parlez pas. Si ce n'est pas le cas, ben là, ça va être l'occasion de le faire. Et c'était une réussite. Hein? On avait du monde là, qui nous regardait. Ça fait penser un peu comme à la FIC. À la FIC, quand on pensait de fusionner, puis ils disaient c'est pas possible. Il y avait cassé la gueule. Il y a beaucoup de gens qui pensaient ça. Il y en a qui l'auraient peut-être souhaité. Mais là, il y en avait, c'était la même chose. Ils nous regardaient en disant essayez pour voir. Je pense que ça va réussir, ça. Ces belles rencontres-là, mettre des boss dans la même salle que les syndiqués CSN, puis dans certains établissements, il y a des chicanes, puis ça. Mais ça n'a pas du tout été le cas. C'était très positif. Autant les hauts dirigeants, le président de la CSN, le président de la FAS, en retiennent une expérience très, très positive et trouvent très dommage l'abolition de la Caisse. Le projet de loi qui a créé les 6 fait en sorte qu'il n'y aura plus 180 établissements au Québec, il va en avoir 33. Donc, le ministre part du principe qu'avec 33 directeurs PDG, qui va pouvoir réunir autour d'une même table, il n'a plus besoin d'organisation pour les représenter. Mais la Caisse n'était pas qu'un organisme de représentation, c'est un organisme qui soutenait les établissements dans la mise en place des politiques gouvernementales. C'est une organisation qui avait une expertise, qui travaillait aussi sur des comités avec le ministère pour bonifier les politiques puis des projets de loi avant même qu'ils soient déposés à l'Assemblée nationale. C'est un organisme qui permettait aux établissements qu'il y en ait 120 ou qu'il y en ait 30. Quand vient le temps d'interpréter des conventions collectives puis voir une application uniforme, ben c'était fait au sein de l'association qui diffusait l'information au 127, là, plutôt que d'éviter que chacun fasse ses analyses et ses interprétations. Ça sauvait des coûts. Il y a même des études très sérieuses qui ont été faites que pour une subvention de 5 millions par année qui était donnée à la Caisse pour offrir des services au réseau, il y en avait pour 65 millions de services qui étaient donnés. Et si ce n'est plus la Caisse ou une association soutenue par l'État qui le donne, ça va être qui? Le privé, à des coûts beaucoup plus élevés. Parce que les besoins en soutien d'amélioration, en soutien d'application des conventions collectives, en soutien pour l'organisation du travail, pour les meilleures pratiques de gestion, s'assurer que les politiques gouvernementales atterrissent dans des guides d'application uniformes dans tout le réseau pour faire que ça se fasse pareil par quelqu'un. Est-ce que ce soit le ministère qui, jusqu'à maintenant, ne l'avait pas fait? Il n'y a plus d'agence. Est-ce que ça sera confié au privé? C'est tout ce qui reste en plan. Donc, il y avait un soutien important et même la Caisse, avec les autres associations en déficience intellectuelle, en réadaptation physique, entre autres, puis avec les centres jeunesse, avait souhaité se réunir pour offrir une offre de services unifiée au réseau, aux nouveaux établissements, pour ne pas que cette expertise-là qui a été développée, puis très utile au réseau, soit perdue. Et c'est une fin de non-recevoir par le ministère qui a dit qu'on ne subventionne plus même un OBNL exclusivement de services. Et ça, c'est pour le volet services qui était très important. 95% des budgets de la Caisse étaient pour offrir des services publics au réseau qui ne sont pas faits par d'autres, le ministère ou autres organismes publics.
5% était utilisé pour de la représentation. La représentation, donc, d'aller en commission parlementaire, se prononcer sur des projets de loi dans un objectif d'améliorer. Les projets de loi n'étaient pas là que pour critiquer. Et faire des interventions publiques parce qu'on était demandé dans les médias. On avait une analyse qui ne défend pas un groupe d'intérêt. On y a mis des syndicats, ni des représentants des fédérations médicales. Donc, la voix de la Caisse était considérée comme une voix très neutre, très objective aussi par les médias. Les médias nous ont dit, mais à qui allons-nous s'adresser quand il y a une guerre de chiffres, comme c'est le cas là, avec les fédérations médicales et le gouvernement? Nous, on en avait des chiffres. On n'a pas intérêt à modifier les chiffres, tous les bonifier. Ils venaient nous voir et il y avait des chiffres exacts. Des fois, ça se rapprochait du ministère, des fois, ça peut se rapprocher de d'autres, des fois, c'était complètement différent. Mais nos analyses étaient très rigoureuses, considérées comme telles et très appréciées. Donc, cet éclairage-là, ce contre-pouvoir-là que la Caisse pouvait exercer, vous comprendrez que le ministre, avec le tempérament qu'il a, n'en veut plus. Je pense qu'une intervention l'année dernière qui a été faite avant les élections, lors du dépôt du budget Marceau, où les établissements de santé se voyaient encore couper de 200 millions leur budget annuellement. La Caisse a proposé, parce que dans une même enveloppe, vous avez les budgets des établissements, les budgets des médicaments, puis la rémunération des médecins. C'est tout dans l'enveloppe de la santé. On a dit, bien, si vous coupez 200 millions là, on remarque quand même que les médecins ont 1,1 milliard d'augmentation salariale dans les 2 prochaines années. Peut-être que si vous étaliez dans le temps la hausse de rémunération, on n'a pas remis en question la hausse, là, c'est une autre chose, mais si on l'étalait dans le temps, peut-être que ça donnerait de l'oxygène au système de santé et aux établissements plutôt que de couper des services. Et bien sûr, Dr Barrette était président de la FMSU à l'époque, nous apprécie. Et puis on a rajouté que malheureusement, l'augmentation salariale qui est octroyée aux médecins dans les dernières années n'a pas permis d'atteindre les résultats escomptés qui étaient d'améliorer l'accès à des médecins pour la population du Québec. Et là, bon, ben, ça c'était une onde de choc, mais c'est ce qu'il dit présentement, que malheureusement, les hausses qu'il avait négociées et que son collègue de la FMOQ a négocié n'a pas permis d'atteindre les objectifs. Maintenant, il veut y aller avec le bâton, ce qui n'est pas mieux. Là. Moi, je pense que Dr Barrette a comme caractéristique, je vous dirais, c'est un homme déterminé, c'est un homme volontaire, il connaît bien le système, mais il n'a que sa vision de médecin spécialiste et ce n'est que son opinion qui compte. Et il gère le réseau comme si c'était une clinique privée. Et il ne veut surtout pas avoir qui que ce soit sur son chemin qui peut remettre en question, commenter ou critiquer ses façons de faire. Donc, c'est très malheureux. Moi, quand je vois des voix s'éteindre, des voix collectives, moi, je considère que les employeurs du réseau de la santé, au même titre que les travailleurs qui sont représentés par des syndicats, au même titre que les médecins qui ont leur fédération médicale, ont droit à une voix au chapitre. C'est une voix qui s'éteint après 82 ans de vie associative dans le réseau, qui avait commencé avec les établissements hospitaliers catholiques qui s'étaient regroupés en 1932 et que ça a évolué avec le temps, avec la laïcisation du réseau de la santé. Il y a eu l'Association des hôpitaux du Québec, ensuite il y avait la Fédération des CLSC, il y avait la Fédération des CHSLD, ça a fusionné, mais il y a toujours eu un besoin pour les établissements d'être regroupés. Qui va regrouper maintenant les 33 directeurs des ressources humaines, les 33 directeurs des ressources financières? Qui va donner de la formation spécifique à ces gens-là, adaptée aux besoins du réseau de la santé? C'était toutes des choses que les associations faisaient. Maintenant, il y a un vide. Qui va le combler? Comment? À quel coût? Je pense que ça, on ne le saura jamais. Parce que ça ne sera jamais rendu public. Surtout si ça va coûter plus cher que ce que coûtaient les associations qu'on a voulu faire taire par leur abolition.